Il nous reste 10 minutes pour parler de Jackson Hole, du symposium, le grand symposium de rentrée de tous les banquiers centraux, où Jérôme Powell a amorcé un début de baisse des taux. Ça pourrait arriver mi-septembre. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui parle du marché du travail aux États-Unis. Il explique par la montée du chômage le fait que finalement il pourrait baisser les taux, alors que l'inflation remonte, on est à 2,7, 2,8 là aux États-Unis. Moi je croyais que c'était ça la mission principale de la Fed. Alors la Fed, contrairement à la BCE, elle a deux mandats. Elle a un mandat de plein emploi et un mandat de lutte contre l'inflation à parts égales. La BCE, il y a une hiérarchie, c'est l'inflation d'abord. Donc c'est normal qu'ils regardent le marché de l'emploi et l'inflation, et que quand le marché de l'emploi se dégrade et que l'inflation augmente, ils se posent la question de la pondération des deux. Là, le discours, c'est vrai qui a un peu changé, hein, c'est en un sens priorité à la dégradation de l'emploi qui est devenue la préoccupation principale. Alors c'est vrai que les créations d'emplois aux États-Unis, elles étaient de 35 000 sur les derniers mois contre c'était autour de 170 000 par mois. En même temps, on est au plein emploi aux États-Unis. Donc ça dépend. Ils sont au plein emploi. Alors en fait, le taux de chômage ne bouge pas parce qu'il y a des gens qui se retirent du marché du travail et parce qu'il y a moins d'immigration. Donc en fait, le dynamisme du marché du travail, il est bien en décélération assez forte. Mais face à ça, ils ont une inflation, et notamment une inflation cœur, donc or, alimentation, énergie, qui est repartie à la hausse. Donc il doit arbitrer entre les deux. Et jusque-là, quand même, le discours de Powell, c'était que les craintes inflationnistes étaient importantes, que l'économie restait quand même pas loin du plein emploi, et donc ça ne justifiait pas encore de baisse de taux. Là, on a une inflexion sur 2 points. L'un, c'est effectivement plus d'attention à l'emploi parce que les derniers chiffres ont été vraiment mauvais. Et le deuxième, c'est quand il parle de l'impact des droits de douane sur l'inflation. Maintenant, il a adopté un discours qui est, ça devrait être, alors ça aura un impact sur l'inflation, mais qui sera transitoire, qui ne va pas enclencher une boucle prix-salaire. Et donc, en un sens, on a un choc en niveau, mais ça ne change pas ensuite fondamentalement l'inflation. Ce qui, je dirais, dans le manuel d'économie sur ce genre de choc, c'est ce à quoi on s'attend, mais ce n'était pas le discours de la Fed jusqu'à présent, notamment parce qu'il y a cette mémoire quand même d'une forte inflation sur les dernières années qui rend les gens plus sensibles et qui donc crée plus de risques. Alors, est-ce que c'est un changement d'analyse? Est-ce que c'est un peu cédé à la pression de Trump? Est-ce qu'il s'est pas pris un peu trop de baffe de Donald Trump, effectivement, et qui commence un peu à baisser les bras, Jérôme Powell? Il y a des chiffres qui supportent cette analyse. En même temps, effectivement, les baffes sont assez publiques depuis quelques temps. Donc, c'est là aussi que l'interprétation par les marchés est un peu entre ces deux facteurs. Emmanuel Comte, qu'est-ce que vous retenez de ce symposium? C'est tout le débat autour du marché du travail et donc de l'inflation, entre guillemets, structurelle. Parce que ce qu'il vous dit, d'ailleurs, Christine Lagarde l'a dit aussi, hein, c'est que si vous avez moins d'immigration, soit parce que vous luttez contre l'immigration illégale, soit parce que vous êtes moins attractif, hein, vous avez une croissance de l'offre de travail qui est plus faible. Hein, et si vous avez moins d'offres de travail, une croissance qui augmente moins rapidement, ça peut avoir un effet sur les salaires. Ah oui. Et donc une inflation, donc intéressant ce lien entre marché du travail et tension inflationniste, parce que ça vous montre que vous pouvez avoir une inflation structurelle qui ne dépend pas que des chocs conjoncturels. Je reviens un tout petit instant sur ce qu'a dit Dorothée, sur cette idée que le droit de douane, c'est simplement un déplacement en niveau des prix. C'est vrai que c'est pas complètement intuitif en économie, parce que ce que montre Trump 1 sur la Chine, c'est que justement, c'est pas ça, hein, c'est que ça a été quelque chose d'assez progressif. Pourquoi? Parce qu'il y a des délais d'ajustement. Vous reportez pas immédiatement, one shot, si j'ose dire. Ouais. D'abord, il faut que les consommateurs, vous pouvez pas leur dire, tiens, je vais te passer de $100 à $135. Ça va être progressif et donc ça va être quand même diffus dans le temps. Donc moi, je serais plutôt sur, spontanément, quand on regarde, en tout cas historiquement, un choc de droits de douane, ça devrait être théoriquement en effet un saut. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas exactement ça, parce que le distributeur va absorber, puis ensuite il va reporter. Il va pas absorber 15% d'un coup. Voilà, il va absorber. C'est ce qu'a fait Walmart. Hein. Walmart a commencé par absorber, puis au bout d'un moment, vos marges diminuent, vous reportez progressivement sur le consommateur, vous lissez, et donc ça vous fait un trend inflationniste. En tout cas, Jérôme Powell reconnaît que les droits de douane ont bien un impact, au moins à court terme, sur l'inflation. Ce qui était assez évident. Hein. C'est intéressant de sauter, Emmanuel, parce que juste avant le discours de Jackson Hole, il y a les minutes de la Fed qui ont été publiées jeudi, qui étaient les minutes de la Fed du mois de juillet, de la réunion précédente. Et c'était assez intéressant de ces minutes, parce que on voyait qu'il y avait 2 gouverneurs qui commençaient à quitter, on va dire, la sphère Powell, mais au-delà de ça, c'était le débat sur les droits de douane. Et ce débat sur les droits de douane était assez intéressant parce qu'on voyait, ce qui devrait inquiéter normalement un peu Trump, on voyait quand même l'incertitude justement de la Fed sur la capacité à se projeter sur les droits de douane. Et notamment, il y a quelque chose
c'est que les entreprises ont énormément stocké. Parce que le débat des droits de douane a commencé avant la hausse des tarifs en mars, avec, vous vous rappelez, ces gros tableaux là, la fameuse séquence, l'arrivée du PMU là, avec les chiffres. Liberation Day, c'était le 2 avril. Et finalement, les entreprises ont bien vu que le problème allait durer, plus des périodes de pause, des 90 jours, des 3 mois et tout ça. Donc il y a énormément de stocks dans pas mal de domaines. Donc ces stocks-là, pour l'instant, eux, ils vont pas répercuter ces 15% ou ces 39% suisses et tout ça. Mais après, la question va se poser l'année prochaine, c'est-à-dire progressivement, oui, les droits de douane vont quand même être un moteur d'inflation aux États-Unis. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est la proportion qu'on a du mal à évaluer. Mais c'est là où Powell, qui sous pression politique totale, marche sur une ligne de crête, parce que d'un côté, il y a l'emploi qui peut alimenter aussi une mécanique d'inflation, mais les droits de douane, la répercussion ne va pas se faire là pour les produits de Noël. Mais on ne sait pas quand ça pourrait venir, c'est pas modélisé, on n'a pas des... Non. On n'a pas tiré l'expérience de Trump 1. Il y a Trump 1 quand même. Hein. Trump 1, les Chinois, parce que c'était essentiellement les Chinois qui étaient ciblés, 100% de pass-through, c'est-à-dire 100% des droits de douane, les Chinois ont baissé leur prix de 2% hors taxe. Donc ça veut dire que 18 sur les 20, c'est-à-dire 95%, ont été supportés d'abord par les importateurs, puisque ce que disait Ludovic, les distributeurs, puis ça percole. Ça percole. Et je pense même que les premiers qui vont augmenter les prix, ça va être les petits distributeurs, parce ils ont moins de stock, ils sont moins diversifiés. Quand vous êtes un Walmart, vous pouvez peut-être faire de la péréquation. Au lieu d'augmenter de 30% le produit super populaire, je vais l'augmenter de 10%, puis je vais augmenter un peu tout. Quand vous êtes un petit, c'est Main Street qui va prendre plus que Wall Street. Et ça peut arriver quand même relativement vite. Donc l'idée d'un choc en niveau, j'entends théoriquement, moi je pense qu'on va plutôt avoir ce qui s'est passé avec Trump 1, c'est-à-dire une inflation diffuse. Mais on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que l'inflation, pareil, c'est la question du contrefactuel. L'inflation pourrait être moins importante que prévu si par exemple il y a des récessions. Mais sous-entendu, si la croissance avait été la même, oui, il y a un impact nécessaire des droits de douane. Et il y a un autre paramètre, évidemment, c'est le dollar. C'est le paramètre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle beaucoup des droits de douane. Avec un euro extrêmement fort. La faiblesse du dollar, qui est dans ce jeu-là aussi, va... Comment ça joue? Il faut l'expliquer, ça. Pour l'instant, c'est Trump. S'il y a un domaine, finalement, où Trump se gargarise pas, finalement, de mettre les États-Unis à la hausse, c'est bien le dollar. Parce que un dollar faible, aujourd'hui, aide clairement les États-Unis. Maintenant, jusqu'où on va aller dans ce mouvement-là? Est-ce que sur l'euro-dollar, on commence à avoir les premiers indicateurs un petit peu? Mais en clair, aujourd'hui, oui, il y a des droits de douane qui s'appliquent, mais comme le dollar est plus faible par rapport à l'euro, quelque part, il compense un petit peu. Je fais des raccourcis, mais il compense pour le consommateur américain une partie de ses droits de douane, puisque le dollar est très faible. Maintenant, cette orientation, c'est un jeu. On n'est pas tombé dans une guerre monétaire jusqu'à maintenant, mais il y a des petits paramètres sur lesquels il va falloir être très vigilant sur l'orientation du dollar dans les mois qui viennent. Juste sur une seconde, un truc super important pour les auditeurs, c'est pas que le prix des produits importés qui augmente. Si je suis un concurrent du vélo chinois qui est taxé à 50%, je suis un producteur américain, je vais augmenter le prix de mon vélo. Donc ça va affecter le prix des produits domestiques. Il y a des effets de bord, évidemment. Secondement, sont taxés aussi les intrants, les composants. Si je suis un producteur, je sais pas, américain, je sais pas si en existe encore de machines à laver, si je taxe les importations de composants de Chine, le prix de la machine à laver va augmenter. Donc attention, l'impact sur l'inflation, c'est pas que sur les produits finis, c'est sur les produits intermédiaires et sur tous les produits domestiques concurrents des produits importés. Vu que tout est taxé quasiment, moi je suis un producteur américain, j'augmente mes prix. Oui, puis peut-être c'est que l'histoire n'est pas finie. Alors non seulement il peut y avoir un coup sur l'Inde, un coup sur le Brésil, il augmente de nouveau les traites de douane. Et en plus, il y a sur certains secteurs encore des enquêtes en cours, c'est-à-dire sur les produits pharmaceutiques, sur les semi-conducteurs. Donc il y a encore des secteurs qui sont pas encore taxés, qui vont être surtaxés. Et alors un jour il dit 50, un jour il dit 100. Enfin ça peut être aussi. Il va falloir être agile, comme on dit dans ces cas-là. Comme les médicaments qui sont consommés, soit les semi-conducteurs, ça rentre dans la production de beaucoup de choses. Donc l'histoire n'est pas non plus finie. Avec toujours le même argument de la sécurité intérieure. La section 232, il sort ça, il vous met 50% s'il veut. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette première émission. On salue l'ami Nicolas Dose et ravi de prendre la suite. On se retrouve demain de 10h à 11h et n'oubliez pas le Monde Edwige, 18h, 19h ce soir pour débriefer la conférence de presse de François Bayrou. Ce sera à 16h. On se retrouve demain, 10h, 11h pour une nouvelle saison des Experts. À demain.